Eh bien, nous allons commencer. On va d'abord remercier le professeur Régis Paillet. Alors, PR, Régis Paillet, ce ne sont pas les initiales. Euh, Régis est Ah, ça professeur. pourrait. Ça pourrait, oui. Depuis le début, tu pouvais mettre ce titre. Oui. Donc, il était professeur agronome. Mais comme vous le voyez maintenant, il a choisi de s'installer à Biarritz, spécialiste de la chirurgie du genou, mais a fait beaucoup de traumatologie et va nous parler d'un sujet essentiel quand on fait la traumatologie, ce sont les fractures des plateaux tibiaux. Régis, tu as la parole. Merci beaucoup, professeur Chiron. Donc, je vais vous parler d'un sujet éminemment grenoblois, j'allais dire rhône-alpin, c'est la fracture du plateau tibial, qui est une fracture extrêmement fréquente lorsque l'on a à prendre en charge la traumatologie du ski. Donc, on va commencer par les objectifs de ce cours. C'est d'abord faire des rappels un petit peu de physiopathologie, même si vous verrez que dans la prise en charge, ils n'ont pas nécessairement un impact très fort. Savoir comment utiliser les classifications et leur importance pour déterminer les indications et les stratégies chirurgicales. Et puis, nous évoquerons les principes du traitement sous arthroscopie, puis du traitement à ciel ouvert, et on essaiera de répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir. Donc, en guise d'introduction, la physiopathologie, c'est d'abord comprendre comment sont organisées les travées osseuses au niveau de l'épiphyse proximale du tibia, avec des travées verticales qui travaillent en compression, des travées horizontales qui travaillent en traction, qui ont donc peu de résistance. Donc ça, c'est des concepts assez classiques. Vous avez bien sûr les travées ogivales, et cette organisation trabéculaire va définir des zones de faiblesse et va donc expliquer qu'il y ait des sites fracturaires préférentiels. Le mécanisme lésionnel, il faut comprendre que c'est toujours le fémur, en tout cas le plus souvent, qui est l'agresseur et le tibia la victime. Donc c'est le côté, j'allais dire, masculinité toxique du fémur qui est en jeu dans ce type de fracture. Vous le verrez, la zone d'impact, elle se situe préférentiellement au niveau du plateau tibial externe, avec une charnière au niveau de l'articulation tibio-fibulaire proximale. Donc, il faut connaître les lésions élémentaires qui constituent ce type de fracture. Vous avez la séparation qui correspond à un trait de fracture vertical qui va venir séparer la partie externe du plateau tibial latéral. Vous avez l'enfoncement qui lui correspond à un enfoncement d'un pavé articulaire spongieux, en général de plusieurs millimètres, mais ça peut aller même jusqu'à 1 centimètre, et qui correspond à un mécanisme plutôt de valgus. Et puis vous avez les fractures mixtes qui correspondent à la fois à un enfoncement et à une séparation. Donc la séparation, c'est une contrainte verticale sur la partie la plus externe du plateau, et les forces s'exercent parallèlement aux travées osseuses qui sont verticales à ce niveau, et ça entraîne cette séparation. L'enfoncement, lui, ça va être une contrainte répartie de manière un peu plus uniforme sur le plateau tibial externe, avec une force perpendiculaire en ligne de force horizontale, et vous allez avoir cet enfoncement qui va se produire. Ça, c'est bien sûr la théorie, parce qu'en pratique, c'est plutôt ça le mécanisme. Vous voyez, c'est un mouvement à la fois de rotation et de translation qui est combiné, associé à ce mouvement d'impaction. Et donc, ça va aboutir à des fractures dites mixtes. Donc les classifications, quelles sont-elles? Il y a la classification de Duparc-Effica, qui est probablement l'une des plus intéressantes. Vous avez la classification AO, qui est très utilisée pour les publications, mais qui est plus difficile à utiliser quotidiennement dans votre arbre décisionnel. Et puis vous avez la classification de Schatzker, qui est historiquement très reconnue et qui a le mérite d'être quand même relativement simple dans son utilisation au quotidien. Donc la classification de Duparc, vous avez les fractures unicontiliennes avec une séparation entre le compartiment latéral et le compartiment médial. On retrouve ces notions de séparation, d'enfoncement, d'aspect mixte. Vous avez les fractures bicondyliennes qui touchent à la fois la partie latérale et la partie médiale, avec des fractures qui peuvent être plus ou moins simples ou complexes dans le trait de fracture, mais ça rentre également en considération la comminution de la fracture qui va, on le verra, rajouter de la difficulté chirurgicale lorsque l'on va vouloir synthéser ce type de fracture.
Et enfin, vous avez les fractures spino-tubérositaires qui vont emporter le massif des épines, plus une partie du plateau tibial, en général médial, voire latéral, c'est un petit peu plus rare. La classification de Schatzker, elle comprend 6 stades. Vous avez le type 1 qui correspond à une séparation pure, le type 2 qui correspond à une fracture enfoncement-séparation au niveau du plateau tibial externe. Le type 3, c'est un enfoncement pur au niveau du plateau tibial externe. Le type 4, c'est une fracture du plateau tibial médial avec une partie des épines qui peut être arrachée. Le type 5, c'est une fracture bicondylienne et le type 6, c'est une fracture avec une extension diaphysaire, un fracas à la fois épiphysaire et métaphysaire. Il est intéressant aussi de connaître la classification de Moore, non pas pour connaître dans le détail tous les types 1, 2, 3, 4, 5 de cette classification, mais pour connaître particulièrement le type 1 qui correspond à une fracture dans le sens frontal du plateau tibial médial, à la partie postéromédiale, qui est une fracture extrêmement fréquente et de plus en plus dans les traumatismes de ski, et qui peut faire l'objet de techniques d'ostéosynthèse particulières, notamment des techniques décrites par Lobenhofer avec des voies d'abord postérieures et plaques console. On reviendra sur ça, mais sachez que cette classification de Moore est importante à connaître pour au moins reconnaître le type de fracture dite fracture de Moore. Donc le bilan diagnostique, eh bien c'est toujours pareil, ça va commencer quand même par un examen clinique avec un interrogatoire où on va essayer de rechercher le mécanisme lésionnel, l'impotence fonctionnelle immédiate, l'heure de la dernière prise alimentaire. L'examen physique, on va rechercher une déformation, on va bien sûr regarder l'état cutané pour rechercher une ouverture. Rechercher également une hémarthrose, si possible, évaluer la laxité ligamentaire. Bien sûr, quand il y a une fracture, en général, c'est toujours extrêmement difficile et pas recommandé. Et enfin, toujours réaliser un bilan vasculo-nerveux. Les examens complémentaires, eh bien, le premier pas qui est indispensable et nécessaire, mais nous on le verra vraisemblablement pas suffisant, ce sont les radiographies. Donc dans les radiographies, il faut savoir demander une radiographie du genou, face et profil, et plus ou moins une radiographie de la jambe, face et profil. Donc c'est pas tout à fait la même chose, parce que sur une vraie radiographie du genou, vous aurez quand même une magnification des lésions, et ça vous permettra de mieux identifier des lésions comme celle-ci que l'on peut voir là. Vous voyez qu'il y a un petit enfoncement au niveau du plateau tibial externe. Je ne suis pas sûr qu'avec une fracture, avec une radiographie de jambe plus ou moins bien réalisée, on puisse voir ce type de fracture. Donc c'est important d'être précis sur les termes et d'avoir un bilan radiographique bien fait, sinon on peut passer à côté de ce type de fracture. À l'inverse, une fracture de jambe, une radiographie de jambe va vous permettre de voir eh bien, ces traits qui vont s'étendre à la partie métaphysaire. Et si vous avez fait seulement une radiographie du genou, ben, vous passerez à côté de ce refend au niveau de la tuberosité tibiale antérieure. Donc retenez que quand même les petites fractures, ce sont souvent nos plus gros ratés, surtout d'un point de vue médico-légal. Donc bien analyser ces radiographies qui sont le premier élément de débrouillage aux urgences. Ensuite, le scanner. Le scanner, c'est aujourd'hui indispensable, c'est une fracture articulaire et comme la plupart des fractures articulaires, eh bien, on ne déroge pas à la nécessité d'avoir ces scanners avec, si possible, des reconstructions 3D qui vont être extrêmement précieuses pour pouvoir planifier l'intervention et simuler la stratégie et votre méthode opératoire. Donc, ça nous permet d'avoir un diagnostic précis des différents fragments, de connaître l'enfoncement, la comminution, d'avoir une idée sur l'état du pivot central. Si on voit un arrachement des épines tibiales, c'est quand même fortement suspect que le ligament croisé, bien sûr, a été arraché, donc il faudra penser à les réinsérer. Ça nous permet de mieux comprendre aussi le mécanisme lésionnel qui aboutit à cette fracture, et donc on va définir la stratégie opératoire, à la fois la voie d'abord, le matériel, et si ce traitement peut être réalisable sous arthroscopie ou pas, éventuellement, on le verra. Un cas particulier, toujours difficile, c'est la fracture luxation, surtout si le patient arrive avec le genou réduit. Et donc, ça, c'est un grand piège diagnostique que l'on peut voir assez fréquemment. C'est un patient qui est pris en charge par des médecins de montagne qui réduisent la luxation sur site, et vous arrivez aux urgences avec un patient qui a une fracture du plateau tibial apparente. Vous n'avez pas la notion de cette luxation initiale, et donc vous n'allez pas forcément mettre le patient dans le bon circuit et avoir la célérité suffisante dans la prise en charge. Donc ça,
C'est un des pièges diagnostiques classiques auxquels on est souvent confronté dans la région rhône-alpine et donc il faut être extrêmement vigilant. Vous voyez, c'est une fracture, là, dans le cas présent, qui n'est pas classique, en tout cas par rapport à des fractures du plateau tibial comme celles qui ont été décrites dans les classifications que je vous ai présentées précédemment. Et donc ça doit vous alerter. Et le patient en question avait une ischémie subaiguë, ce qui rajoute de la difficulté avec des poux présents. Donc attention sur ce type de fracture, ce type de mécanisme lésionnel. Il faut être particulièrement vigilant. C'est un petit peu notre arrêt cardio-respiratoire quand on est chirurgien du genou. Donc, au niveau de la prise en charge, la première chose, ça va être de mettre en condition le patient. Alors, dans le service agronome, on était très classique. Tous les patients avaient une traction transcalcanéenne le plus rapidement possible en attendant la chirurgie, étaient mis sur cette attelle de BOP. Donc, c'est assez classique, mais ça a comme avantage quand même sur les fractures avec des refends métaphysaires d'éviter les problèmes de cutanés, notamment de Flichten et ce genre de choses. Donc, l'attraction, pour nous, reste quand même un élément important dans la mise en condition du patient. Et ensuite, la chirurgie, il est souhaitable qu'elle soit diurne. Ce sont souvent des fractures complexes, donc qui peuvent nécessiter un avis expert quand elles sont bien sûr complexes, et surtout d'être relativement en forme et de pas d'avoir le temps. Donc, il faut quand même privilégier ce type de prise en charge. Donc, au niveau de la stratégie, bien sûr, tout peut être à discuter, mais celle qu'on peut proposer, c'est d'abord d'analyser la fracture sur le scanner. À partir de ce scanner, vous allez déterminer si c'est une fracture simple épiphysaire ou si c'est une fracture complexe métaphyso-épiphysaire. À partir de ça, si c'est une fracture simple épiphysaire, vous allez déterminer quelle utilisation de vis vous allez faire, si vous mettez des vis spongieuses, des vis pilotis, leur orientation, si elles doivent être dans le plan frontal strict ou si elles peuvent être perpendiculaires dans le plan antéro-postérieur. Est-ce que vous allez faire une utilisation de greffe et si oui, de quel type? Est-ce que ça va être une allogreffe, de l'os artificielle. Et puis, est-ce que vous allez avoir besoin ou recours à une plaque de soutien? Pour les fractures complexes métaphyso-épiphysaires, vous allez vous poser les mêmes questions, mais en plus, vous allez bien sûr discuter de la plaque fixateur interne que vous allez pouvoir utiliser, de sa longueur, et éventuellement discuter de l'adjonction d'une deuxième plaque qui peut avoir parfois un intérêt. On le verra dans les cas que je vais présenter par la suite. La question bonus va être arthroscopie au ciel ouvert. J'ai envie de dire, cette question bonus, elle est bonus pour moi parce que c'est d'abord une question qu'on va poser déjà à des chirurgiens aguerris et qui ont l'habitude de prendre en charge ce type de fracture. Donc peut-être qu'au départ, elle ne se posera pas, mais par la suite, vous verrez que c'est quelque chose que l'on peut faire assez simplement, en tout cas dans certaines indications. Donc le traitement arthroscopique, comment ça se fait? Donc là, je remercie le professeur Cavaignac qui m'a fourni un certain support pour cette partie-là. Donc en termes de matériel, ben, c'est assez classique. Il vous faut un arthroscope avec une colonne d'arthroscopie. Il vous faut un viseur d'ostéosynthèse type viseur LCA, hein, assez classique, hein. Il y a des viseurs spécifiques, mais un viseur tibial pour une reconstruction du LCA fera parfaitement l'affaire. Il vous faut du matériel qui vous permet de faire des ostéosynthèses en percutané, donc si possible des vis cannulées et de gros diamètres, si possible en inox, et de quoi réaliser des allogreffes ou des substituts ou des autogreffes. C'est intéressant d'avoir ces systèmes qui ont ces formes oblongues, un petit peu comme des vis. Il y a beaucoup de laboratoires qui proposent ça maintenant, donc ça peut être intéressant pour faire ce comblement. Donc les voies d'abord, elles sont classiques. Il est intéressant de mettre une voie accessoire pour évacuer, parce que les premières minutes d'un temps arthroscopique vont se résumer à avoir du sang dans l'articulation, donc c'est très important de pouvoir évacuer toutes les martroses, et c'est assez fastidieux, donc cette voie accessoire peut être intéressante pour le faire. Ensuite, eh bien, il va falloir réduire la fracture. C'est bien sûr le primum movens de toute ostéosynthèse. Donc cette réduction de fracture, elle est plus ou moins aisée. Lorsque c'est une séparation du plateau tibial externe, en général, la partie antérieure est tournée en dedans. Et donc, il faut savoir désengrainer la fracture et
pousser la partie antérieure vers l'extérieur, avant de mettre des daviers, en percutané, qui permettent de, fermer ce trait de fracture. Donc il ne faut pas hésiter à faire des manœuvres externes, de rotation, interne, du pied, lorsque vous faites ça, ainsi que de varus forcés pour, améliorer la réduction, de ce fragment et vous contrôlerez cette bonne réduction sous arthroscopie. Il ne faut pas hésiter au niveau du plateau tibial externe à toujours hyper corriger, le pavé. Ensuite, lorsque vous avez un enfoncement, eh bien, vous allez mettre un viseur, donc tibial de LCA. Avec une broche, vous allez viser le centre de l'enfoncement et avec un système de, curette ou de refouloir, vous allez pouvoir remonter, eh bien, ce, pavé, et essayer, si possible, de, surcorriger. C'est-à-dire que le cartilage du pavé soit quelques millimètres, au-dessus, du reste du, plateau. Et ensuite, il va falloir combler, donc c'est là où vous pouvez avoir différentes options, de comblement. Bien sûr, on comble avant de mettre, la synthèse par la vis, sinon ça ne marche pas. Donc il faut d'abord combler avant de mettre la vis qui va servir de pilotis. Donc ça, c'est les principes classiques, de ce type, d'ostéosynthèse. Donc vous avez un tunnel qui est visible et qui a été comblé avec 2 vis et vous voyez que le chirurgien a même rajouté des rondelles parce qu'à ce niveau-là, l'os est quand même, très, spongieux et très mou et donc on peut facilement s'enfoncer et s'il faut par la suite procéder à l'ablation, c'est on est quand même mieux à avoir mis des rondelles. Ce qu'il faut, faire particulièrement attention, c'est le syndrome des loges. C'est-à-dire que c'est des chirurgies exigeantes. Si on met du temps, eh bien, il peut y avoir une diffusion du liquide de lavage et ça peut donc entraîner un syndrome des loges. Donc ça, c'est une complication auquel vous n'avez pas droit. Donc, si jamais ça arrive, eh beh, c'est stop sur l'arthro. Au moindre doute, il faut palper les loges régulièrement pendant la chirurgie et les ouvrir si vous avez un doute. L'arthroscopie a comme grand intérêt qu'elle va vous permettre de faire un bilan, exhaustif des lésions associées. C'est-à-dire que souvent, quand on prend en charge ce type de fracture, eh bien le scanner, identifie mal les lésions méniscales, associées ou les lésions ligamentaires. Donc, c'est un des intérêts du bilan arthroscopique, c'est que ça vous permet de faire un bilan des lésions associées et éventuellement de les traiter. Est-ce que l'arthroscopie, fait mieux que l'ostéosynthèse, à ciel ouvert? Eh bien, pour l'instant, dans la littérature, on a, quand même, pas trop d'arguments pour dire cela. Semblerait que ce soit, au minimum équivalent. On peut avoir des résultats fonctionnels, dans certains papiers meilleurs, mais, pour l'instant, ça reste quand même débattu. On n'a pas un niveau de preuve, extraordinaire. L'expérience que nous avions eue, nous, dans le service et qu'on a partagé, avec d'autres centres, notamment de Toulouse, lors d'un symposium SFA en 2017, où on essayait de comparer, différents groupes de patients, similaires qui avaient bénéficié d'un traitement, heu, par, osthéosynthèse sous arthroscopie ou à ciel ouvert. C'était que, les résultats fonctionnels étaient, meilleur dans le groupe open sans que la différence soit significative et que, le taux de complications était un petit peu plus élevé dans le groupe arthro sans que ce soit non plus significatif. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que les patients qui avaient été pris en charge sous arthroscopie avaient été pris en charge en général par des chirurgiens, plutôt juniors, c'est-à-dire des chefs de clinique, alors que les chirurgiens, plus expérimentés, on va le dire comme ça, avaient réalisé plutôt des traitements à ciel ouvert. Donc la conclusion, c'est que, ça semble très intéressant si on maîtrise bien la technique, mais il faut être, prudent quand on commence sa courbe d'apprentissage dans ce type de, prise en charge. En ce qui concerne la chirurgie à ciel ouvert, on va commencer par l'installation. L'installation classique, c'est celle d'un contre-appui qui va permettre de, distracter le membre par simple gravité, et qui va vous permettre également d'avoir un accès à de la scopie, peropératoire, que ce soit de face ou de profil tout au long de la chirurgie. Donc, on aime bien utiliser ce type de dispositif, vous voyez, qui nous laisse, pas mal de latitude et qui permet même de retirer, la jambe de cet étau et donc de la mettre en extension complète si besoin. Ensuite, la voie d'abord, il y a, une multitude de techniques, de voies d'abord qui ont été décrites. Vous avez les voies d'abord, antéro-externes, antéro-internes. Pour notre part, on fait une voie d'abord, classique, antérieure, directe,
un petit peu comme si on faisait une prothèse de genou, mais vous la décalez d'1 centimètre en dehors de la tuberosité tibiale antérieure. C'est une voie d'abord qui est intéressante parce qu'elle vous permet d'avoir accès aux compartiments à la fois externes et internes. Pourquoi on fait ça? Beh, parce qu'on pense à l'avenir. Les gens qui ont une fracture du plateau tibial, vraisemblablement, auront un risque, en tout cas, d'avoir de l'arthrose et donc peut-être, un jour de devoir bénéficier d'une prothèse totale de genou. Donc il faut, toujours penser au, second coup. Ensuite, au niveau, de l'arthrotomie, bien, on réalise une arthrotomie, externe. Lorsqu'on est habitué, on peut la faire en sous-méniscal. Sinon, vous pouvez la faire, transméniscale en, incisant, le ligament, interméniscal et que vous pourrez resuturer en fin d'intervention. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous donne un jour, extrêmement important, sur toute l'articulation. Les arthrotomies internes, sincèrement, c'est exceptionnel qu'il y ait besoin de les faire, heu, dans les fractures les plus fréquentes. Et ensuite, cette voie d'abord, vous pouvez l'étendre au niveau de la diaphyse, toujours à un travers de doigt à peu près de la crête tibiale, ce qui vous permet par la suite de refermer correctement la peau et d'être, en regard, et bien sûr d'une zone musculaire. Donc l'objectif premier, ça va être de reconstruire l'épiphyse, toujours dans ce type de fracture. Donc, heu, cette reconstruction épiphysaire, elle va passer par l'utilisation en général de vis spongieuses de gros diamètre, si possible. À la fois pour faire de la compression, mais également pour avoir un effet, pilotis sur les éventuels, enfoncements que vous pourriez avoir. Et dans la mesure du possible, eh bien, il faut que ces vis soient orientées de manière orthogonale au trait de fracture. Et donc vous comprenez bien que, par exemple, avec l'utilisation d'une plaque comme ça anatomique et cette vis de verrouillage proximal, on n'est pas du tout orthogonal au trait de fracture et donc cette vis, elle est vouée à l'échec, en tout cas, elle ne nous satisfait pas. Ensuite, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des plaques de soutien, qui vont avoir, un effet console. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour les séparations parce que vous allez mettre en place cette plaque, de soutien et vous allez la verrouiller simplement au niveau, distal et vous allez voir que ça va réduire automatiquement, la séparation. Donc ça, c'est, très intéressant une fois que vous avez relevé votre enfoncement, de mettre une plaque comme ça qui va fermer automatiquement, votre, séparation. Ensuite, la greffe osseuse, elle est indispensable. Le tibia proximal, c'est un petit peu comme un paquet de chips que vous avez écrasé. Le seul moyen de lui redonner du volume, c'est de remettre des chips à l'intérieur. Sinon, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut systématiquement, en tout cas, il faut s'imposer de greffer ce type de fracture. Sinon, vous ne comblerez pas le tassement osseux qui s'est produit. Ensuite, la reconstruction métaphysaire, eh bien, elle est quand même plus difficile parce qu'il va falloir, contrôler l'axe dans le plan frontal et sagittal, mais il va falloir également contrôler la rotation. Tout le monde connaît la théorie de la banane de Dror-Palais. Vous pouvez avoir des troubles, rotatoires, qui vont entraîner forcément un cal vicieux en valgus, notamment. Donc, c'est important de faire attention à cette rotation et il va falloir être extrêmement prudent quant au caractère anatomique de ces plaques. C'est-à-dire que si vous, partez du principe que, heu, la forme de la plaque lorsqu'elle est moulée à votre os, reconstruit de manière naturelle l'os de votre patient, eh bien, vous allez vous tromper, très fréquemment et vous allez voir, vous allez avoir des problèmes d'axe. Donc, ne vous fiez pas à la forme de la plaque pour la réduction de la fracture. Son Ça, c'est un des grands pièges à la prise en charge de ces fractures. Et il ne faut pas hésiter à utiliser des plaques éventuellement en interne pour corriger ces varus, et avoir un effet console, si, vous avez l'impression que votre, fracture est en, valgus. Le secret, c'est d'avoir les vis au niveau, épiphysaire et diavisaire qui soient parallèles à la surface articulaire et orthogonales à l'axe et définir ensemble et voir comment, ces fractures, heu Ça saute. Régis, on a un petit blocage là, ça a frisé, On n'entend plus rien. peuvent on t'entend être plus, très importantes, mais il y a une c'est toute petite reparti. séparation. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, Ouais. maintenant ça marche. Super. Et quand on regarde, le scanner de cette patiente, on voit que l'enfoncement il est quand même considérable. Il occupe une grosse superficie, du plateau tibial externe et il est, d'au moins 1 centimètre.
Donc ça, c'est assez classique comme prise en charge. Vous avez cette petite séparation, ce gros enfoncement. Donc le chirurgien a réalisé eh bien, une greffe osseuse en ouvrant la séparation. Il a remonté le gros pavé ostéocartilagineux et il est venu mettre cette plaque soutien et ces vis spongieuses de gros diamètre pour réaliser un effet pilotis et une compression. Ça, c'est un accident de randonnée. Donc là, vous voyez, c'est un enfoncement isolé, il n'y a pas de séparation. Donc là, c'est un petit peu plus facile et c'est le type de fracture qui se prête très bien au départ si vous voulez essayer à un traitement arthroscopique. Donc là, c'est ce qui avait été fait, je pense, avec donc une greffe osseuse via un tunnel euh, pour remonter le pavé et une vis spongieuse pour avoir l'effet pilotis. Ça, c'est une fracture des épines, un classique accident de ski, patiente de 24 ans. Donc, vous avez un gros pavé ici, et donc le chirurgien a réalisé une ostéosuture avec une fixation sur plaque bouton. Donc ça peut se faire très bien sous l'arthroscopie. Vous pouvez le faire aussi à ciel ouvert. C'est extrêmement facile. Les cas plus compliqués, donc c'est Schatzker 4, 5, voire 6, les fractures de type Moore, et puis vous allez voir des cas qui correspondent à rien. C'est ça aussi la vie courante. Donc ça, c'est un patient de 30 ans, accident de ski en slalom. Et donc là, vous voyez qu'il y a une fracture, séparation au niveau du plateau tibial externe avec un trait de refend métaphysaire. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc il va falloir gérer d'abord l'aspect épiphysaire. Lorsqu'on réalise un scanner, on se rend compte aussi qu'il y a un trait au niveau du plateau tibial médial qui est à la partie postérieure. Donc ça va devoir également être pris en charge et il va falloir en tenir compte. Donc sur ces reconstructions 3D, on le voit très bien. Donc là, le chirurgien, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé d'abord une reconstruction épiphysaire avec ces vis isolées que vous voyez en proximal, puis une plaque dite anatomique au niveau latéral et une plaque de console interne pour corriger le varus. Vous voyez aussi que cette plaque anatomique, elle n'est pas appliquée à l'os en proximal. Et je pense que si elle avait été appliquée, vous auriez eu un trouble de l'axe. Un autre cas un peu plus compliqué, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez cette dame de 55 ans, accident de randonnée, et donc vous avez une fracture qui concerne toujours le plateau tibial externe, et cette fois-ci avec un trait de refend qui emporte la tuberosité tibiale antérieure en forme de sifflet, et vous avez également le plateau, la partie médiale du plateau tibial qui est touchée. Donc, quand on fait le scanner, c'est très impressionnant. On voit qu'il y a une grosse comminution, on voit que la qualité de l'os n'est pas extraordinaire. Donc, ça va être une fracture extrêmement complexe. Et puis, on voit qu'il y a une grosse comminution postérieure du plateau tibial. Donc, ce type de fracture, c'est bien sûr redoutable à prendre en charge. Donc, il va falloir s'intéresser bien sûr à la partie épiphysaire, mais également à l'axe et consolider cette TTA. Donc là, la stratégie mise en place, ça a été d'abord de reconstruire l'épiphyse avec cette vis spongieuse que vous voyez isolée. Et puis, le chirurgien a essayé de synthéser la TTA. Et enfin, il a mis en place cette plaque avec un rôle de fixateur interne à la partie latérale. Et l'axe du membre semble plutôt bien corrigé. Par contre, la comminution postérieure n'est pas du tout prise en charge, ce qui est toujours très difficile. Donc, vous voyez, c'est des cas qui sont déjà un petit peu plus complexes. Et la plaque n'est bien sûr pas appliquée. Ça, c'est un autre cas de figure que l'on rencontre aussi maintenant de plus en plus fréquemment, c'est-à-dire des gens qui ont une chirurgie de ligaments croisés. Vous voyez ici, il y a encore les tunnels visibles, avec visiblement une technique du tunnel tibial présente. Et donc, vous voyez, ce patient présentait une fracture du plateau tibial. Et compte tenu des tunnels osseux, vous avez des traits de fracture qui sont pas tout à fait classiques. Donc là, la prise en charge va être également compliquée par ces antécédents chirurgicaux. Vous voyez, avec un trait frontal au niveau du plateau médial et un enfoncement très antérieur au niveau du plateau tibial externe et une séparation.
Donc là, la prise en charge a été, somme toute, relativement classique et discutable. Le chirurgien a réalisé une reconstruction épiphysaire avec cette vis spongieuse discontinue pour réaliser un petit peu de compression. Il a mis en place une vis antéro-postérieure pour gérer la fracture au niveau du plateau-tibial médial et il y a 2 vis isolées pour ostéosynthéser la TTA. Donc, on aurait pu également discuter la mise en place d'une plaque, plus longue. Je pense que ça n'aurait pas été une faute, dans ce cas-là. Ça, c'est une fracture typique des accidents de snowboard où on a en général des plus grandes rotations. Vous voyez, c'est donc une vraie fracture type mot. Vous avez un gros pavé, postéro-médial qui est embarqué. Donc ça, c'est des fractures, qui sont, difficiles à réduire parce que comme il y a une grosse composante rotatoire, c'est très difficile à réduire, et à corriger correctement. Et il faut retenir que ces fractures sont associées dans 50 des cas à une rupture du ligament croisé. Donc, ce sont des cas quand même, relativement difficiles alors que la fracture ne paraît pas si compliquée que ça. Donc, Lobenhofer a décrit une technique, qui consiste à mettre ces plaques, de soutien, postéro-médial avec un effet console. Donc c'est extrêmement, intéressant. Ça vous permet d'avoir un accès direct par voie postéro-médiale à la fracture, de mettre, cette plaque et de corriger, bien la rotation, comme il se doit. Hem, Nous, on n'aime pas trop ça dans le service parce que ça a 2 problèmes ce type d'intervention. C'est que vous ne pouvez pas avoir accès, eh bien, aux ligaments croisés ou aux épines tibiales qui peuvent être arrachées. Donc vous ne pouvez pas réaliser de gestes à ce niveau-là. Et le deuxième problème consiste à l'ablation du matériel à ce niveau-là, qui est quand même relativement peu aisé, et donc qui pourra éventuellement gêner si un jour vous avez à prendre en charge le patient pour la réalisation d'une prothèse de genou. Donc retenez que c'est très intéressant, mais ça présente certains inconvénients. Dans le service, on avait développé une technique, un peu plus simple qui consistait à réaliser des vissages, par voie, par la voie d'abord classique, antérieure, avec un vissage en rappel et vous voyez la mise en place de ces daviers, en percutané. La difficulté consiste à réduire correctement et il y a quand même des manœuvres à la fois de, valgus et de rotation externe au niveau du pied à réaliser pour pouvoir réaliser, une réduction tout à fait correcte. Donc il faut vraiment désengrainer ces fractures, pour les réduire et les synthéser correctement. Ça, c'est un accident, pas très classique. C'est un jeune de 16 ans et vous voyez, il a cette fracture, épiphyso-métaphysaire, avec un gros enfoncement antérieur. C'est des fractures qu'on voit, quand même, qui existent. C'est pas si rare que ça. Vous le verrez plutôt chez vraiment des adolescents ou des adultes, jeunes. Et donc ça, on les voit très, très bien sur les scanners. Vous voyez qu'il y a vraiment un enfoncement antérieur au niveau du plateau tibial. Donc comment on fait pour prendre en charge ce type de fracture? Bien nous, on considère que c'est comme des ostéotomies. Donc, on vient mettre un coin, d'os, de banque, ou un os artificiel, un petit peu comme si on faisait une ostéotomie, tibiale de valgisation, pour corriger la fracture tout simplement et on ne fixe, pas. Donc ça c'est assez classique, ça marche relativement bien. Ça fait un peu peur la première fois, mais ça donne de bons résultats. Ensuite, je vais vous montrer quand même les échecs, parce que les échecs nous permettent de nous nourrir de ce qu'il faut faire et ne pas faire aussi. Donc dans les échecs, vous voyez, j'ai évoqué la technique, notamment l'alignement, la pente, puis aussi des fois les échecs, c'est la mauvaise indication. Ça, c'est une dame, de 56 ans, accident de ski. Vous voyez qu'elle a une fracture du plateau tibial, difficile à prendre en charge puisqu'elle concerne la partie, médiane, ce qui est, pas très classique, avec, une pente inversée au niveau du plateau tibial médial. Et lorsqu'on regarde le scanner, on se rend compte de suite de la difficulté de cette prise en charge, c'est qu'il y a un trou, énorme au niveau de la métaphyse. C'est notamment le cas chez, les dames ostéoporotiques ou en tout cas qui sont, ménopausées, donc c'est quelque chose d'assez fréquent et là, ça complique sincèrement, ça complique beaucoup la prise en charge. Donc là, la synthèse qui a été réalisée, eh bien, on est tous d'accord sur le fait qu'elle ne sert à rien puisque la fracture n'est pas réduite. Vous avez toujours cette pente inversée, le tibia qui part en varus et il n'y a pas eu de comblement osseux réalisé. Donc c'est une catastrophe. Et bien sûr, la synthèse en plus a été réalisée avec une plaque avec des vis non verrouillées et des vis trop courtes. Donc rien ne va et le résultat a été à la hauteur de l'ostéosynthèse, c'est-à-dire, extrêmement mauvais.
On prend notre patient, une dame de 24 ans, accident de ski. Je suis désolé, c'est pas très classique. Et là, on a donc un gros fracas en externe avec un enfoncement, une séparation, et puis la métaphyse qui est complètement séparée de l'épiphyse. Donc là, c'est une prise en charge qui n'est pas évidente. Lorsqu'on regarde dans le plan frontal, il y a également des traits de refend dans le plan frontal, avec une fracture de Moore. Donc une fracture difficile à prendre en charge si on veut répondre au cahier des charges que l'on s'est fixé au départ. Donc la synthèse qui a été réalisée paraît au niveau épiphysaire plutôt correct. Vous voyez que l'interligne est plutôt respectée, les surfaces catallogeuses ont l'air bien. Par contre, il y a quelque chose qui est assez troublant, c'est qu'il y a un gros valgus euh, au niveau de la jambe, 12 degrés, et pourtant la plaque est bien appliquée. Alors si on regarde cette plaque, on voit que les vis épiphysaires proximales ne sont pas parallèles à la surface articulaire, et donc c'est que ça ne va pas. Donc, dans ce cas-là, ben, c'est pas acceptable, surtout chez une patiente jeune. Donc, cette plaque anatomique, elle est peut-être pas si anatomique que ça. Elle aurait dû être chantournée. Enfin, en tout cas, il fallait faire quelque chose. Donc, c'est une patiente qui a été reprise. Alors, dans le service, quand on fait des reprises comme ça, on aime bien les naviguer. Et vous voyez qu'on a réussi à redonner l'axe correct à la patiente, mais que quand on remet un axe correct à la patiente, eh bien, la plaque au niveau proximal n'est pas appliquée à l'os. Donc, attention à ces plaques anatomiques. Ensuite, un autre cas, une dame de 64 ans qui chute dans les escaliers. Vous voyez qu'elle a une grosse comminution externe avec un énorme enfoncement. Et pareil, on est dans le cadre de ces fractures sur os porotiques. Donc, c'est plus difficile à prendre en charge. Et vous voyez que le chirurgien a mis même une broche pour essayer de réduire cet enfoncement. En général, ça ne marche pas. Quand il y a ces gros enfoncements sur os porotiques, arrive ce qui arrive là, c'est-à-dire que vous avez des enfoncements secondaires et avec des valgus secondaires importants. Donc là, ça ne va pas du tout. Et dans ces cas-là, vous êtes obligé de faire des reprises par prothèse de genou. Donc la question qu'il faut se poser, c'est ne faut-il pas envisager d'emblée, dans des cas comme ça, la mise en place d'une prothèse de genou ou faire un traitement orthopédique. Certaines équipes le proposent. Voilà. Nous, on préfère faire une synthèse. Au moins, on se retrouve dans une configuration où on a une prothèse relativement standard à mettre en place. Donc, la recette dauphinoise, si vous m'autorisez l'expression, avant d'engager la discussion avec vous, c'est d'abord de faire, et en tout cas de toujours faire un scanner pour vous aider à mieux analyser la fracture et définir les vis et les plaques que vous avez utilisées. Nous, on vous recommande d'utiliser une voie d'abord antérieure, étendue, qui va vous permettre d'avoir accès à toute l'articulation. Ça vous évitera aussi les problèmes cutanés si jamais vous avez des reprises à faire, en vous souhaitant qu'elles soient le plus tardif possible. Il faut toujours commencer par la fixation de l'épiphyse dans votre stratégie. Considérez que la greffe osseuse elle, doit être envisagée dans 95% des cas. Et puis, il faut toujours contrôler l'alignement de la jambe par rapport au membre contralatéral. Donc, si vous n'avez pas regardé en préopératoire l'axe du membre contralatéral, vous allez être embêté pendant la procédure chirurgicale. Donc, toujours vérifier cet axe contralatéral. C'est important pour vous éviter les complications qu'on a pu voir et savoir que votre plaque anatomique n'est pas forcément une. Eh bien, merci Régis pour cette belle présentation qui montre que tu as beaucoup d'expérience. Mais de l'expérience, je savais que tu en avais. Tu m'avais déjà dit tout jeune la phrase culte, toujours penser au second coup, qui est très Oui. importante. Oui. Donc, alors, on va un petit peu discuter d'abord des classifications, parce que c'est quand même triste qu'il y ait plusieurs classifications pour trouver tous les types de fractures. Il en faudrait une qui les donne toutes. Or, je vois que Schwarzker, qui est la plus utilisée, ne parle pas des spinotubérositaires et ne parle pas non plus de ces fractures importantes qui sont postérieures, qui ont été décrites par Lacafinière pendant un moment. Donc ça, c'est dommage que Schwarzker ne soit pas complète. Alors, il y a beaucoup de publications, notamment par des Asiatiques, qui proposent des analyses scanners 3D pour créer de nouvelles classifications, puisque aujourd'hui, on réfléchit un peu plus sur le scanner. Le problème, c'est que je crois que ça devient trop Trop compliqué et compliqué. ça réserve ces classifications à un usage de publication. Donc, Tu on la places n'arrive pas comment à dans avoir des... Schwarzker? Une spinotubérositaire, tu la mets quel chiffre? 3 ou 4?
C'est toujours pareil, c'est les spinobies, on va la mettre 4, voire Oui, 5, mais c'est pas ça vraiment. je crois qu'il faut être peut-être un peu plus simple dans la classification. Il y a les fractures épiphysaires simples, puis après on place dans les fractures complexes et où il faut faire un plan au cas par cas, quoi. Mm. Mais il faut surtout bien connaître ces fractures de Moore parce que si on les fixe pas, en fait, ça fait des pseudarthroses et ça donne des mauvais résultats alors que radiologiquement, on se dit que quand même on a Et bien ça crée une travaillé. rotation automatique qui Exactement. est très néfaste. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment, il faut connaître cette entité nosologique pour au moins la reconnaître sur le scanner et se dire, tiens, il faudra que je la prenne en charge, même si on a un petit trait de refend. Une petite remarque aussi, autant la fracture enfoncement isolée, ça existe, mais Hmm. la séparation isolée, il faut s'en méfier, c'est souvent mixte. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une séparation et en réalité, il y a un enfoncement associé. Voilà. J'avais revu la 250K à peu près de fracture pour avoir une belle iconographie. Mhm. Je crois que j'en ai trouvé un seul. De vraie Séparation. séparation, voilà, la vraie Oui. séparation. Donc, s'en méfier énormément. Moi, à mon époque, quand j'étais plus jeune, on insistait sur la loi de Bistolfi et Hulten, et on disait quand il y a fracture, il n'y a pas de lésion ligamentaire, et quand les ligaments sont rompus, l'os est protégé. Or, c'est pas très vrai dans ce que tu nous as dit. Tu nous as Non, décrit assez souvent des lésions ligamentaires associées. oui, dans les fractures de Moore notamment, c'est des fractures que vous verrez beaucoup chez les gens qui ont des accidents de snowboard. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'il y a plus de rotation. C'est 50% de rupture du LCA. Alors, il y en a certaines où on voit des fractures des épines, mais celles où vous ne voyez pas une fracture des épines, méfiez-vous, il y a probablement le LCA qui est rompu. Ensuite, on a vu pas mal d'images où tu avais une fracture très haute de la fibula, Oui. juste au-dessous de la péronéotibiale. Mm. Or là, c'est un risque vasculaire et nerveux réel. Ils existent dans les fractures des plateaux tibiaux, Oui, on avant en voit. opération et après opération parfois. Alors, on en voit beaucoup avant, et souvent, c'est pour ça que j'ai insisté dans l'examen clinique. Je suis passé vite, mais je n'ai parlé que du bilan vasculo-nerveux, parce que médico-légalement, en fait, souvent, s'ils sont mal examinés et Mm. qu'ils sont tractés, on n'a même pas le temps de les voir que l'urgentiste a déjà Mm. tracté. Eh bien, on n'examine pas si le patient relève le pied, et le lendemain, on se retrouve avec une paralysie qui était vraisemblablement présente en Ouais. préopératoire, et ça devient quelque chose de médico-légalement embêtant. C'est Donc, il important. faut le noter. Oui, très important. Après, je vais laisser tout le monde discuter. À l'époque où on faisait pas mal de plateaux tibiaux, parce qu'il y avait beaucoup plus de traumatologie que maintenant, même en dehors du ski, on avait remarqué dans le service, sans l'avoir publié, que lorsqu'on mettait deux plaques, une médiale et une latérale, alors à l'époque, il n'y avait pas de vis de verrouillé, donc parfois il fallait les deux plaques. Et quand on mettait deux plaques, le résultat était souvent mauvais. On avait des nécroses, des infections. Donc, très Oui, bah, nous, important. c'est un petit peu la même expérience. C'est-à-dire quand on met une deuxième plaque, c'est vraiment le cas que je vous ai montré. C'est-à-dire que ce n'est pas deux plaques épiphyso-métaphysaires. On met vraiment une petite plaque console, 4 trous à la partie médiale pour corriger l'axe diaphysaire avant la synthèse. Alors qu'à la palette humérale, ça devient la solution, et même à l'extrémité inférieure du fémur. Mais j'ai peur qu'au tibia, la Oui, puis, couverture cutanée soit pas géniale. ouais, nous, puis ça veut dire que même si on fait une voie antérieure, c'est-à-dire qu'on fait quand même un grand décollement à ce Mhm. moment-là. Dans notre expérience, c'est jamais très bon. On le fait quasiment jamais. On met juste cette petite plaque console au niveau métaphysaire pour nous donner l'axe du membre. Et après, on vient mettre notre plaque anatomique. Avec des vis verrouillées. Et ma Oui, dernière remarque, et je donne la parole, tu nous dis la solution en cas d'échec, c'est souvent de mettre une prothèse totale de genou, mais nous, on a une belle série de PUC aussi. Ça peut être une solution dans les enfoncements, notamment. On a l'impression que c'est très enfoncé, mais en fait, une fois qu'on a réséqué le plateau, c'est pas si mal. Moi, j'ai on a une. beaucoup de cas, nous, d'ostéotomie aussi. Quand on a eu des gros varus résiduels, ça nous est arrivé de faire des ostéotomies dans un second temps pour réaxer le membre. Et ça marche pas trop mal. En fait, Donc, c'était pas vraiment ton sujet. Ton sujet, c'était les fractures. non, mais c'était pour montrer que souvent chez ces dames très porotiques, c'est vrai qu'on a tendance à aller très vite à la prothèse de genou parce que on veut pas avoir un nouveau gag, quoi. Mais Allez, on va écouter les questions parce qu'on a Paul Bonnevial qui a de l'expérience, il y a Étienne Cavaignac aussi, Jean-Louis Tricouard, déjà du service. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Allez-y, vous ouvrez votre micro et vous parlez. Paul, Mon micro est ouvert, je crois, vous oui, ça m'entendez? marche, ça Philippe, marche. je vais dans le même sens que toi. La publication de Schatzker, elle est de 1979, c'est-à-dire qu'il y a eu une analyse uniquement radiographique. Et je vous signale qu'il a réécrit, seulement il n'est pas en premier auteur, il a réécrit une nouvelle visite de sa classification. C'est sorti sur Injury en 2018.
et l'auteur principal, c'est Kufri, Kfurei. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu à analyser un article, à corriger un article de quelqu'un qui est pas chez nous, qui est Émile Dobel, et qui a fait un travail sur ces fractures. Et la classification de Kufri, elle est basée bien sûr sur l'analyse 2D, 3D et reconstruction sur scanner. Et elle est franchement intéressante parce qu'elle permet d'imposer, en imposant cet examen tomodensitométrique, de vraiment voir quel type de fracture on a et donc d'en déduire un traitement adéquat. Il y a Hutten aussi qui a repris la classification de FICA du parc et qui l'a revue avec scanner et qui l'a reclassée, mais ça a été republié en français, ce qui fait que, encore une fois, Ouais. voilà, c'est le français qui a tout bloqué. Une petite question pour Régis. Est-ce que de balancer quelques litres d'eau dans le genou qui a été un petit peu explosé dans le cadre d'un traitement sous arthroscopie n'est pas dangereux? Ou est-ce que ce liquide ne va pas fuser un petit peu partout, puisque la capsule articulaire, a priori, est ouverte? Est-ce qu'on ne va pas avoir quelque embêtement post-opératoire ou périopératoire? Moi, je partage complètement votre avis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'arthroscopie soit quelque chose pour que le chirurgien se fasse plaisir ou se prouve des choses. Donc, la prudence, c'est quand même d'ouvrir. On s'évite quand même beaucoup de complications et surtout qu'on n'a pas beaucoup d'arguments scientifiques pour dire qu'en faisant sous l'arthroscopie, il y a un intérêt majeur. Donc, moi, l'arthroscopie, je la réserve vraiment pour les enfoncements purs. Parce que là, il peut y avoir un intérêt, surtout si on parle d'une jeune femme où il y a un aspect cosmétique qui peut rentrer en ligne de compte. Mais je crois que de le faire à ciel ouvert, c'est pas du tout une erreur. Il n'y a pas de honte à ça. Il vaut mieux faire à ciel ouvert un bon traitement qu'un mauvais traitement sous arthroscopie et mettre en danger avec un syndrome des loges où là, quand même, c'est complications catastrophiques. Et puis même sous arthroscopie, on a l'impression qu'il suffit de pousser pour que tout le monde revienne à sa place, mais ce n'est pas vrai. Parfois, c'est multifragmentaire et il y a des fragments qui se sont retournés, très difficiles à remettre à sa place. Je remarque aussi que tu nous as dit qu'il fallait hyper corriger ces enfoncements, mais sur le dessin d'explication, c'était hypo-corrigé. Mais enfin, ce n'est pas grave. Oui. D'autres questions? Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour, merci Régis pour la qualité de la présentation, le truc exhaustif, c'était très très bien. Plusieurs questions. La première, quel délai minimum, quel délai maximum pour une ostéosynthèse dans le cadre d'une fracture du plateau tibial? Quel délai minimum, quel délai maximum pour une prothèse? Et est-ce que tu en as fait beaucoup et est-ce que tu as été satisfait? Alors moi, le délai minimum, enfin optimal pour prendre en charge ces patients, j'ai envie de dire, il est un peu faussé parce que nous, tous les patients sont tractés dans l'heure qui suit l'arrivée aux urgences. Donc, on n'a pas trop de problèmes cutanés. Je pense qu'il faut quand même les faire assez vite, justement, avant d'avoir ces grosses flictènes qui peuvent apparaître, surtout si c'est des gros fracas. Après, si on a des problèmes cutanés, nous, on n'hésite pas à retarder la prise en charge et va se poser la question du fixateur externe en attendant, enfin du damage control. Ça nous est arrivé malheureusement quelques fois. Mais en général, c'est pas de bon augure. Sur les prothèses de genoux, la stratégie qu'on a toujours eue, c'était de laisser consolider l'os et on se donnait 4 à 6 mois. On était très attentistes avant de proposer la prothèse de genou. Ce qui fait qu'on était sur un genou qui était quand même beaucoup moins inflammatoire, avec en général une consolidation au niveau métaphysaire, parce que ça consolide toujours très bien. Et on n'avait plus qu'à prendre en charge le problème épiphysaire. Donc ça simplifie quand même un petit peu le geste. Et celle que tu voudrais faire d'emblée, c'est surtout des enfoncements externes dans lesquels tu mettrais une quille et tu gonflerais la partie externe chez quelqu'un qu'il faudrait remettre en mouvement rapidement. Parce qu'une une atteinte métaphyso-épiphysaire, ça devient compliqué quand même pour une petite d'emblée. Nous, les seules prothèses finalement qu'on a fait d'emblée, c'était des gens qui avaient des gonarthroses stade 4 historiques sur un gros genou valgum, qui ont une fracture du plateau tibial ajoutée. Et on se dit, ça n'a pas de sens d'aller faire une synthèse de quelqu'un qui a une gonarthrose extrêmement évoluée quand on sait qu'il va avoir besoin de la prothèse rapidement derrière. Donc, c'est vrai que c'est sur ces gens-là qui sont quand même avec aussi un résultat fonctionnel attendu qui doit être important, on a eu tendance à proposer des prothèses. Mais ça reste très à la marge, parce que des gens qui ont une gonarthrose stade 4
qui vont bien et qui se font une fracture du plateau tibial, bon, c'est pas tous les jours. Tu as montré un exemple de fracture du condyle interne avec pente inversée. Ça, c'est sûr que ces fractures du condyle interne, ça passe souvent, ça finit souvent comme ça. Moi, j'en ai quelques-uns que je vois en secondaire chez des jeunes sportifs. Et je ne sais jamais trop bien quoi leur faire et je n'ai jamais été vraiment très ravi. Qu'est-ce que tu lui as fait à celui-là, par exemple? Tu m'as montré? Bah, cette dame, comme elle était âgée, c'est vrai que ça a fini avec une prothèse de genou postéro-stabilisée. Je pense que sincèrement, là, j'ai montré la radio et je ne l'ai pas trop critiqué parce que c'est extrêmement difficile. Idéalement, il faut les greffer, il faut mettre des plaques verrouillées, contrôler la pente en opératoire, mais il n'y a pas beaucoup de repères, c'est quand même assez peu aisé. Il ne faut pas non plus désinsérer les structures ligamentaires. C'est très difficile. Ah non, je suis d'accord avec toi, c'est faussement perçu comme étant simple. Quand la partie interne du plateau tibial se casse, quand tu ouvres, tu te dis, OK, je vais être juste dessus, tu as zéro repère, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu ne veux pas enlever le ménisque parce qu'il est juste là, mais du coup, tu ne contrôles plus rien du tout. Tu te dis que je dois pas mettre une plaque, ça passait avec deux vis. Moi, j'en ai deux en tête, dont un qui m'a été envoyé récemment pour un bilan, pour une recherche d'une laxité postérieure secondaire qui était en fait une pente inversée du plateau tibial avec un genou qui ne tenait plus. Et donc là, on est en train de faire un scanner pour essayer de voir on appelle ça une ostéotomie sur mesure et de l'hémiplateau, mais c'est chaud à faire. Ça peut être une solution, mais oui, comme tu dis, c'est très chaud. Ouais. D'autres questions? C'est le moment, hein, si vous voulez poser des questions, parce que sinon, nous allons bientôt arrêter. Alain, tu t'es connecté un peu tard, mais tu pourras le revoir en streaming. Alain Sonnet. On termine là. Moi, je n'ai plus de questions. C'était vraiment très instructif. Comme je l'ai dit, on peut le revoir en streaming. Et c'est très revu, parce que là, on n'est plus que le chiffre qui nous paraît là de 25, parce qu'il y en a qui sont plusieurs dans une même salle. Mais pour le streaming, sur 80 leçons d'enseignement que nous avons faites depuis 3 ans, on est à 100 000 vues. 100 000. Donc, après, il n'y a pas que des médecins qui regardent, mais quand même, il doit y en avoir quelques-uns. Vous n'avez pas mis les vidéos sur Pornhub, par hasard? Non, mais il y en a sur YouTube aussi. D'accord. C'est assez développé, mais c'est en français. Alors, si c'était en anglais, nous serions encore plus vus. Plus de questions, pas de remords. J'arrête là. Allez, au revoir à tous. À la prochaine. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.